Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire d'information qui portera sur les appels dédiés aux énergies renouvelables de la destination 3, approvisionnement énergétique du cluster 5, climat, énergie, mobilité d'horizon Europe. Je me présente, je m'appelle Enrico Massin, je suis point de contact national pour la thématique climat, énergie d'horizon Europe et j'animerai avec ma collègue Marlene Roussel cette séance. Ce webinaire complète la panoramique sur les appels de la destination 3 que nous avons commencé hier avec la tenue d'un webinaire qui était essentiellement consacré au sujet relatif au système énergétique, au réseau, au stockage et au CCUS. Je vous rappelle que les appels que nous allons analyser aujourd'hui ouvriront le 2 septembre prochain. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le texte de ces appels dans le programme de travail 2020-2021-2022 relatif, qui a été officiellement publié mardi dernier par la Commission européenne et qui est aussi disponible sur le site Horizon Europe du MESRI. Nous vous ferons suivre les liens dans le chat. Ce webinaire est enregistré et la registration sera mise en ligne avec le support de présentation sur le site Horizon Europe du MESRI. Lorsque ce sera fait, vous recevrez une notification par mail. Enfin, je vous rappelle que par le biais du chat, qui sera modéré par Annabelle Rondeau, vous avez la possibilité de poser vos questions à nos intervenants, ainsi que de manifester votre intérêt pour le topic qui vous intéresse le plus, ou indiquer quel type de compétences vous recherchez ou vous proposez. Nous collecterons ces informations afin de vous aider dans votre recherche de partenaires européens. Pour ce qui concerne les questions plus techniques relatives aux appels à projets que nous allons présenter ce matin, nous pouvons également les collecter et les faire parvenir ensuite aux experts de la Commission européenne afin de vous fournir des réponses très précises. Passons maintenant au programme du webinaire. Alors, nous avons le plaisir de démarrer cette séance avec l'intervention de Madame Schrey, chef de l'unité transition vers les énergies propres de la DG RTD de la Commission européenne. Madame Schrey nous présentera l'architecture d'Horizon Europe et le contexte politique et stratégique à la base des appels que nous allons analyser ce matin. Ensuite, on passera à la revue de ces appels à projets. Et enfin, nous allons terminer cette séance vers midi et demi. Donc, après l'intervention de Madame Schrey, il y aura un temps de questions-réponses qui portera sur la présentation de Madame Schrey. Et voilà, donc maintenant, on peut avancer. Donc, merci tout d'abord, Madame Schrey, d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce matin. Et je vous laisse maintenant donc, la parole. Merci beaucoup. Juste une petite remarque, comme je suis française, ça se prononce Schrey. Non, je sais, j'ai l'habitude avec l'influence germanique en Belgique, c'est tout le temps la même prononciation. Donc d'abord, je voudrais vous remercier vraiment vivement pour nous avoir invités pour cette présentation. C'est un peu à l'envers parce que vous avez eu des présentations sur des domaines et là, je vais faire un truc plus général. Mais merci beaucoup. Je vais essayer de présenter un peu l'articulation générale de Horizon Europe et comment on en est arrivé à là où on en est. Alors, on va essayer de rester dans le temps. Donc, la prochaine slide. Merci. Donc, une première chose importante, c'est effectivement la différence entre les applications civiles et les applications défense. Bon, juste pour préciser, il y avait eu beaucoup de discussion là-dessus dans le passé. Quand on met programme spécifique exclusivement axé sur les applications civiles, si une technologie va aboutir à une application de la défense, pour la défense
Bien entendu, la technologie elle-même ne sera pas exclue d'Horizon Europe, à condition que le développement qui est financé par Horizon Europe soit exclusivement civil. Mais sinon, on se coupe de toutes les technologies, il faut être un peu rationnel. Puisqu'il y a des échanges très intenses entre les applications recherche défense, les applications recherche civile, mais les applications elles-mêmes qui sont faites de la technologie et qu'on paye dans un projet devront être exclusivement civiles. Ça fait partie des règles éthiques. Donc, vous voyez ici les 3 piliers. Le côté vraiment très scientifique, le côté plus, je dirais, recherche liée aussi à la compétitivité, à l'industrie, et enfin l'innovation. Ce sont grosso modo les mêmes piliers qu'on avait par le passé. Une petite nuance, effectivement, c'est les infrastructures de recherche. C'est pas tout à fait, les infrastructures technologiques elles-mêmes peuvent être soit dedans, soit dans le 2e, soit dans le 3e pilier. C'est un peu, il y a évidemment des choses qui appartiennent à l'un ou à l'autre en même temps. Et dans ce cas-là, c'est le centre de gravité qui détermine où on va le financer. Next, please. Enfin, la suivante, pardon. J'ai tellement l'habitude de parler en anglais, ça devient... Alors, le budget a été vraiment considérablement augmenté et on doit remercier les États membres, mais aussi le Parlement, beaucoup le Parlement. Et le budget inclut des milliards du plan de relance de l'Union européenne. Donc, ça vous indique qu'il y a un lien entre les deux, entre le plan de relance et entre Horizon Europe. Ça reflète l'intérêt ou la part de la recherche dans les investissements pour la croissance économique et pour le recovery, pour récupérer de la crise. La prochaine, s'il vous plaît. Merci. Donc, la vue d'ensemble maintenant. Donc, je m'excuse à l'avance parce que j'ai 2 écrans. Donc, le petit du laptop et le grand que j'ai à côté. Donc, je suis en parallèle parce que quand il y a beaucoup de petites lettres, c'est plus facile. Donc, la base légale dans le cluster 5. Le cluster 5 et le cluster 4 sont les clusters les plus importants. Ils sont assez gros et ce sont des clusters absolument bien ciblés, autrement dit. Le cluster 5 s'occupe effectivement du climat, de l'énergie et de la mobilité. Alors, ça veut dire que dans la partie énergie, on a aussi énergie qui va être utile à la mobilité. Dans la partie mobilité, on a plus le côté gestion des systèmes de transport, sécurité, ce genre de choses. Donc, il faut être un peu... Enfin, c'est toujours un peu confus, dans ce sens qu'il y a des parties qui sont dans un domaine et dans d'autres, mais en règle générale, l'approche a été sur le climat, c'est plus le suivi du climat et les solutions pour répondre au changement climatique. Dans la partie énergie, c'est tout ce qui concerne l'énergie en priorité, mais approvisionnement et aussi utilisation. Et dans la partie mobilité, c'est ce qui est vraiment spécifique au transport, ce qui veut dire que quand on parle des systèmes de transport comme le contrôle aérien, ça sera dans la partie mobilité. Quand on parle de l'hydrogène comme futur carburant pour certaines applications de transport, ça sera dans la partie énergie. C'est un peu, c'est pas, les frontières ne sont pas très nettes, mais c'est l'approche générique qui a été prise, qui est vraiment la plus logique possible pour nous. Donc vous voyez que dans la base légale, vous avez tous ces domaines, climatologie, approvisionnement, etc. Et ça a donné 3 outils spécifiques. Vous avez d'une part les missions. Alors les missions, moi je les vois, et mon directeur général les voit, comme quelque chose, comme un projet d'ingénieur. C'est-à-dire vous avez un objectif et vous allez mobiliser tout ce qui est possible pour atteindre l'objectif. C'est une approche très différente et nouvelle dans Horizon Europe par rapport à Horizon 2020. Dans le 2e bloc, évidemment, je pars du bas pour une fois, c'est les partenariats européens. Donc, dans ces partenariats européens,
vous avez les partenariats institutionnalisés. Donc, la façon dont ça a été reproduit ici n'est peut-être pas la plus logique, je dirais, je m'en excuse. Donc, vous avez les missions, les partenariats et les projets de coopération. Dans les partenariats, vous avez 3 grands blocs. Les partenariats institutionnalisés, c'est-à-dire les entreprises communes, essentiellement. Les partenariats qui ont une programmation commune. Et les cofinancements, les fonds communs entre l'Union et les États membres. C'est les 3 grandes catégories de partenariats. Vous en avez 2 qui sont publics-privés, et vous en avez un 3e qui est public-public, les cofinancements avec les États membres. Ils n'ont pas les mêmes règles de fonctionnement et ils n'ont pas les mêmes instruments non plus. Ils n'ont pas les mêmes supports de contrats ou de programmation. La suivante, s'il vous plaît. Donc, les partenariats maintenant. Voilà. Donc, les partenariats institutionnalisés, ceux qui sont importants, ils sont dans le cluster 5, ce sont des partenariats de transport. Vous le voyez, c'est le rail, le trafic aérien, l'aviation et un partenariat qui n'est pas transport, qui est purement énergie, c'est l'hydrogène. Donc, une chose importante, c'est que, évidemment, l'hydrogène, c'est ce que j'expliquais, c'est de l'énergie, mais qui va servir à plusieurs applications. Et donc, on a mis en place des coopérations très structurées, même maintenant, entre ce partenariat sur l'hydrogène et les applications de l'hydrogène qui sont couvertes par des partenariats. Donc, ça veut dire l'aviation, le rail, mais aussi l'industrie, qui est dans un autre cluster. Quand on passe au 2e bloc, les partenariats cofinancés, c'est du public-public. Dans ce cluster, nous en avons 2. Un très gros qui est le Clean Energy Transition, la transition énergétique propre, qui a pour vocation de soutenir principalement le 7 plan, mais aussi un 2e partenariat qui est sur les villes, Urban Transition, la transition urbaine. Dans ce partenariat, il y a un petit morceau énergie. Un petit morceau parce qu'il est vraiment spécifique aux villes. Sinon, tout ce qui est énergie est dans le gros partenariat, le CETP, qui a rencontré un grand succès puisque, a priori, les engagements des États membres dans ce partenariat représentent 6 fois le montant des engagements dans son prédécesseur qui était les Eranet, dans l'énergie. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Ah, pardon, oubliez les partenariats. Oh, excusez-moi. Les partenariats programmation commune. Voilà. Donc, les partenariats coprogrammés, c'était un peu une... vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Voilà, merci. Les partenariats coprogrammés sont effectivement des partenariats où la discussion est... Je veux dire, il y a un programme de travail, il y a un Memorandum of Understanding. Et ici, vous voyez qu'on a couvert des applications. Donc, build for people, c'est-à-dire bâtir pour les gens, les bâtiments qui sont pour les gens, quelque part, en très mauvais français d'ailleurs. Le zéro émission négative, zéro émission nulle, pardon, le tout zéro. Et vous avez ici également la mobilité automatisée, et vous avez aussi spécialement les waterborne, le partenariat maritime. Le choix entre avoir un partenariat institutionnalisé ou avoir un partenariat avec une coprogrammation, ça a été un peu, ça a suivi la discussion avec l'industrie. Et ça a été évidemment basé sur une évaluation, un assessment, une évaluation qui a été faite avec une étude d'impact par la Commission. Et le dernier, évidemment, important, qui est une continuation du temps, c'est les batteries. Une continuation d'Horizon 2020, ce sont évidemment les batteries, qui sont plus avec une vision industrielle le long de la chaîne de valeur. Voilà, la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, la logique d'intervention, moi j'ai entendu beaucoup de questions sur mais c'est quoi le plan stratégique, le programme de travail, quelle est la différence?
vous voyez que, en fait, on a quelque part, hein, on a suivi le principe de l'entonnoir. Vous avez la base légale et puis vous avez tout ce qu'on veut obtenir, les priorités, les orientations, comment ça s'articule et enfin, on en dérive le programme de travail, cette fois-ci, concret avec tous les détails. Donc ça, c'est la structure qui a été prise. Évidemment, la base légale, elle est valable pour toute la perspective financière, donc les 7 années. Le plan stratégique, il est valable pour la première moitié, parce qu'on sait très bien que la situation peut changer. On en a eu un bon exemple récemment avec la crise, avec la pandémie. Donc, le plan stratégique peut aussi être adapté, mais le plan stratégique, lui, est sur 3 ans. La moitié du programme de travail, la moitié de la base légale, et enfin, on a le programme de travail qui, lui, est sur 2 ans. Le prochain programme de travail sera à nouveau sur 2 ans et probablement le dernier sera sur 3 ans. La prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les priorités politiques de l'Union européenne qui ont dicté ce programme de travail. Selon le mandat de notre commissaire, Madame Gabriel, la recherche et l'innovation doivent aller main dans la main avec les politiques thématiques. Et les 5 priorités politiques de l'Union européenne, qui se traduisent en politique thématique, se retrouvent aussi dans la recherche, bien entendu. Donc, les 6 priorités, je suppose que vous les connaissez, mais c'est le pacte vert, Green Deal, le numérique, les personnes, les gens, c'est quelque chose que moi j'ai très à cœur, le mode de vie européen, l'international et la démocratie. Donc, ce qui nous concerne essentiellement ici, dans ce cluster, c'est surtout le premier, l'avant-dernier, l'international, donc la Green Deal, le pacte vert, l'international, mais aussi une partie, ça traverse le numérique et les personnes. La prochaine, s'il vous plaît. On vous a listé toutes les initiatives, donc je ne vais pas rentrer dedans. Donc voilà, les impacts qui sont attendus. Ça, c'était très important parce que Horizon Europe travaille par impact. Donc, quand vous allez soumettre des propositions, faites attention à ça, s'il vous plaît. Si j'ai un conseil à donner, c'est soyez extrêmement précis et crédible sur les impacts. C'est un trend, une évolution qu'on a depuis déjà Horizon 2020. J'ai moi-même participé et j'ai produit pas mal de programmes de travail dans Horizon 2020 et l'impact est souvent le point faible. Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Donc, les impacts que nous attendons de ce cluster, vous les avez ici, en ce qui concerne le cluster 5. Donc, évidemment, c'est une société et une économie qui vont être neutres en termes de climat et résilientes. Ça, c'est important. Avec un approvisionnement énergétique plus efficace, avec une transition des secteurs de l'économie vers une énergie propre, avec évidemment une mobilité qui va répondre aux besoins des gens, mais qui va être sûre. Donc, je conseille, si vous ne l'avez pas lu, d'aller voir cette stratégie sur la mobilité douce, qui fait maintenant, qui reprend aussi les besoins des gens. C'est pas juste, il faut réduire la mobilité pour telle ou telle chose, il faut satisfaire les besoins des gens. Vous voyez que dans cette slide, il y a une espèce il y a plusieurs aspects qui sont traversants, cross-cutting. Vous avez bien entendu le côté industriel. On sait très bien qu'on est dans une crise, qu'on a besoin de récupérer, de relancer l'Europe, relancer l'économie européenne. Donc la question de leadership de la... je ne sais pas quel est autrement, du leadership et de la compétitivité des industries, elle traverse un peu tout. Évidemment, tout ceci en diminuant notre impact sur le climat et en aidant à ajuster au climat. Et il y a aussi une autre
deux autres approches traversantes. L'une est évidemment vis-à-vis des gens, vis-à-vis des citoyens. Si on fait des choses, c'est d'abord en application de l'article 3 du traité, le bien-être des populations. Et le deuxième, c'est de protéger aussi la planète. Et ce n'est pas seulement la biodiversité, ce sont les ressources. Il y a un lien assez important avec le cluster 4 et tout ce qui se fait sur les matériaux et les ressources de la planète, que ce soit en eau ou en matériaux, que ce soit l'appropriation des terres, l'appropriation des ressources maritimes, etc. La suivante, s'il vous plaît. Donc, le overview du cluster 5, donc la vision globale du cluster 5. Vous avez donc un premier bloc, la destination 1, qui est la climatologie, donc la science du climat, parce que évidemment, il faut connaître. Si on pense qu'on a un problème, il faut connaître le problème, il faut voir comment il évolue. La destination 2, c'est ce qu'on appelle les cross-cutting, y compris les breakthroughs, donc les technologies de rupture. Mais aussi, évidemment, ce qui concerne un peu ce qui est difficile à mettre dans une case. Hein. Donc, les batteries, les villes, les technologies de rupture et évidemment l'engagement des citoyens. La destination 3 qui nous occupe aujourd'hui, c'est tout ce qui est l'approvisionnement énergétique. Alors, ça s'appelle approvisionnement énergétique, mais c'est quand même un peu plus large. Oui. OK. Voilà. Et la destination 4 que vous aurez, c'est plus orienté sur les applications. Donc, comme il y a une partie application transport, destination 5, la destination 4 met en même temps les applications des bâtiments et des industries. Pas forcément logique, mais au moins ça correspond. Il y a une certaine rationalité en dedans, parce que notamment les bâtiments, c'est aussi une application industrielle. La prochaine, s'il vous plaît. Je pense que ça veut dire que je ne vais pas assez vite. Donc, la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. L'overview en termes de budget, qui est celle d'avant. Non, ça, c'est celle d'après. Je voudrais celle d'avant avec le budget, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Désolée, je devrais être capable de faire ça moi-même. Voilà, donc ça, c'est le nerf de la guerre, hein, les budgets. Vous voyez que l'approvisionnement énergétique comprend une grosse part du budget. En fait, c'est la plus grosse part. Et ça, c'est lié au fait que à peu près les 3/4 de l'impact qu'on a sur le climat dans l'Union européenne, ça vient de l'énergie. Que ce soit la production d'énergie, que ce soit l'utilisation d'énergie dans les secteurs. Et la première chose qui va nous aider à réduire notre impact sur le climat, la première et la plus importante, ce sera de transformer l'énergie que nous utilisons en énergie verte, c'est-à-dire sans impact. C'est l'objectif qui est d'avoir zéro émission, zéro gaz à effet de serre via la production et l'utilisation d'énergie à l'horizon 2050. Donc ça explique aussi le rapport des budgets. La prochaine, s'il vous plaît. Ouais, je suis trop longue. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais vous voyez ce que ça donne pour l'approvisionnement énergétique. Vous avez les énergies renouvelables, les systèmes énergétiques, et ça comprend le stockage, c'est important, parce que l'énergie renouvelable n'est pas facile ni à stocker ni à retransformer, elle n'est pas forcément en phase avec les besoins. Nous avons toujours une partie sur la capture ou le captage, l'utilisation et le stockage du carbone qui est très importante parce qu'on ne va pas avoir de l'énergie verte immédiatement comme ça. Il y a toujours de la production de CCUS. Et enfin, évidemment, ce qui est le cross-cutting, le transversal. Et dans le transversal, on a mis effectivement ce fameux partenariat CETP. Parce qu'il couvre tout. Il va couvrir à la fois l'approvisionnement, l'utilisation. C'est tous les domaines du 7 plan. La prochaine, s'il vous plaît. Merci. Donc, la structure, vous avez à peu près ici, c'est important, les dates qui vont être en application. Vous voyez ce qui fait partie du 2022 et ce qui fait partie du 2021. Comme vous le voyez
Clairement, l'approvisionnement énergétique est quand même bien représenté dans le 2021, mais on a mis un peu tout. La prochaine, s'il vous plaît. Les dates d'ouverture. Je vais encore une fois pas détailler ça, mais vous avez les dates d'ouverture des calls qui sont maintenant connues. Et j'ai à peu près terminé en concluant avec les liens importants sur la prochaine slide. Voilà. Donc, nous aurons un information event global qui sera, si je ne me trompe pas, le 5 et le 6 de juillet. Globalement, sur ce programme Horizon Europe, sur le cluster 5, on n'a jamais assez d'argent, il faut être clair. On a toujours besoin de beaucoup plus d'argent pour la recherche. Mais le programme, effectivement, a été officiellement publié. Il a été adopté hier, si je ne me trompe pas, ou avant-hier. J'ai marqué le 15, oui, c'était avant-hier. Donc, on a essayé d'aller vraiment très, très vite. Il y aura probablement un avenant à ce programme, mais qui ne sera pas un avenant qui traversera tout, simplement parce que la situation a évolué assez vite. Et donc, il y aura probablement il y a beaucoup de travail qui est en cours sur les missions. Et notamment, évidemment, la mission sur les villes, mais aussi sur les mers, sur les océans. Je voudrais m'arrêter là et vous remercier pour votre attention. Et évidemment, s'il y a des questions générales, ça sera avec plaisir. Je ne pourrai pas répondre sur le code. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Donc, Annabelle, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Alors, je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais merci Madame Cré. J'en ai une dont je connais un peu la réponse, mais qui va peut-être intéresser nos participants. Donc, vous avez parlé des partenariats institutionnalisés. On sait que c'est à part. Ça donne lieu à des programmes de travail à part. Quand est-ce qu'on peut espérer voir publier les programmes de travail, notamment celui sur l'hydrogène, pour l'année 2021-2022? Alors, il y a une autre question intéressante dans le chat, j'y répondrai après. Donc, oui, effectivement, je n'ai pas parlé des programmes de travail, des partenariats institutionnalisés. Donc, celui sur l'hydrogène, mais aussi les autres. La nouveauté dans Horizon Europe est que tous les partenariats institutionnalisés, c'est un bon mot pour les mots croisés, hein, sont regroupés dans la même base légale qui s'appelle l'acte Single Basic Act, l'acte de base global pour tous ces partenariats. Cette base légale est en discussion au Conseil actuellement. La présidence portugaise avance très rapidement. On espère que ça sera conclu sous présidence slovène. Et que donc, nos attentes, ça n'est pas un engagement parce qu'on ne peut pas maîtriser ça, mais nos attentes sont qu'on arrive à avoir la base légale à l'automne. Cette base légale permettra de faire les premières réunions de la gouvernance de ces partenariats institutionnalisés et donc d'adopter leur programme de travail avant la fin de l'année et même si possible de publier les premiers calls avant la fin de l'année. Cela dit, ils ne vont pas commencer à travailler à ce moment-là. Ça fait déjà quasiment un an qu'on travaille avec les stakeholders, c'est-à-dire les partenaires de ces partenariats, pour définir un programme de travail multi-annuel et ensuite on en est au niveau maintenant du programme de travail annuel. Alors c'est informel pour l'instant puisqu'il n'y a pas de base légale et donc il n'y a pas de validation, mais la Commission a évidemment accepté et a proposé et a mis en place des structures temporaires pour au moins faire le travail de fond, le travail préliminaire. Donc, moi, j'ai bon espoir qu'avant la fin de l'année, au minimum, le programme de travail de l'hydrogène sera prêt et adopté, et si possible, peut-être même quelques calls. Ok. Donc, la deuxième question, c'est les technologies innovantes de production d'énergie renouvelable. Oui, ça a été une grande discussion, pour être honnête. Et oui, on a gagné. Donc, ça n'est pas limité à l'éolien et au solaire. Maintenant, il faut voir qu'on n'a pas eu énormément de ressources financières et que ce n'est pas nous qui allons faire le maximum de la recherche, nous montrons la voie. Mais effectivement, il y a la possibilité, par exemple, je vois Novel Approaches to Concentrate Solar Power, par exemple,
même si c'est du solaire, c'est innovant. Nous avons le perovskite aussi. Nous avons plein de petites choses et n'oubliez pas que ça, c'est juste pour les 2 premières années. Il y a aussi Water Energy Food Nexus. Il y a Hydropower aussi. Je ne sais plus comment c'est en français. Bon, bref, je vous conseille d'aller voir la liste des topics. Merci beaucoup. Merci, Madame Cré. J'ai plus de questions, Enrico. D'accord. Donc, on peut passer maintenant. Alors, Madame Cré, je ne sais pas si vous restez. Non, vous ne restez pas avec nous. Vous avez des obligations. On vous libère. Donc, on vous libère et on vous remercie. C'est-à-dire que j'aimerais, à la limite, n'avoir qu'une seule réunion à la fois. Vous voyez, on en est tous en même temps. Merci beaucoup. Merci, un très grand merci, Madame Cré, pour le temps que vous m'avez accordé. Vous avez accordé. Et merci beaucoup. Bonne continuation. Et voilà, donc on passe maintenant à la présentation des topics, des 16 topics. Alors, voilà. Voilà. Donc, le premier topic concerne le lien entre eau, énergie et production de nourriture dans un contexte de collaboration entre l'Union africaine et l'Union européenne. Donc, ce topic est une action de recherche et d'innovation dont les activités sont censées atteindre un TRL de 4 et le budget par projet est d'environ 2,5 millions d'euros. Donc, les projets ici sont censés développer et tester sur un bassin hydrographique africain déjà existant, des modèles capables de simuler et estimer les contraintes relatives aux liens, aux énergies adaptées naturellement aux besoins des pays africains. Donc, quand on parle d'énergie, on parle non seulement d'électricité, mais aussi de chaleur et de carburant produits à partir des sources renouvelables. L'objectif est aussi de permettre aux décideurs et aux planificateurs africains de mettre en œuvre des infrastructures énergétiques et un approvisionnement énergétique préservant une approche systémique du lien eau-énergie, production et nourriture. La participation de la société civile est très importante dans ces topics, et ainsi que la diffusion massive des résultats afin de, disons, assurer un développement futur de ces modèles. Donc, pour cela, les projets doivent assurer un accès ouvert au code source du modèle développé. Et enfin aussi, il y a des synergies et des fertilisations croisées entre les activités en cours en Europe et l'écosystème africain doivent être aussi envisagées. Deuxième topic, prochaine génération des technologies renouvelables. Il s'agit d'une autre recherche Innovation Action dont les activités sont censées atteindre un TRL final de 3-4 et le budget par projet envisagé est d'environ 3 millions d'euros. Ici, donc, le focus est sur la recherche et la démonstration de la faisabilité des technologies renouvelables de type breakthrough, de rupture technologique, à haut risque et à haut rendement. Les technos breakthrough comprennent le développement des catalyseurs, par exemple, des systèmes de stockage dédiés à l'intégration des renouvelables, d'un système de production d'énergie, NIC, mais aussi des systèmes de chauffage, de refroidissement, etc. Donc, il y a plusieurs options envisageables. Par contre, la recherche pure et dure sur les matériaux, ainsi que la production conventionnelle d'hydrogène, donc hydrogène qui n'est pas vert, ne rentre pas dans le périmètre de ces goals. Ensuite, l'objectif est donc aussi d'attendre la validation de la faisabilité du concept technologique, mais aussi le transfert
de développement dans des secteurs autres que l'énergie, lorsque cela est pertinent. Il y a aussi un accent, un focus sur l'amélioration de l'impact environnemental et de l'efficacité des ressources par rapport aux technologies renouvelables actuellement commercialisées. Et aussi une prise en compte des problèmes liés à l'acceptation ou à la résistance sociale aux nouvelles technologies énergétiques doit être aussi, ainsi que la partie concernant les problèmes socio-économiques et le cadre réglementaire, doit être aussi prise en compte par les projets. Le quatrième topic concerne les procédés hybrides de conversion catalytique d'énergie renouvelable en carburant neutre du point de vue des émissions de CO2. Donc, il s'agit à nouveau d'une action de recherche-innovation dont les activités sont censées attendre un TRL final de 3,4 et le budget par projet est d'environ 3,3 millions d'euros. Donc, quand on parle de procédés hybrides de conversion catalytique, on parle de procédés qui combinent des procédés catalytiques chimiques, électrochimiques, biologiques, biochimiques et thermochimiques. L'objectif, disons, final est de rendre la synthèse de ces carburants plus efficace et solide du point de vue technique afin de répondre à une future demande de vecteurs à haute densité énergétique dans les secteurs qui actuellement dépendent de carburants liquides d'origine fossile. Donc, dans cet appel à projet, la Commission prévoit des activités de recherche et démonstration afin de préparer le développement de ces procédés hybrides et pour convertir l'énergie renouvelable en un carburant renouvelable, neutre en carbone, d'origine biologique ou non biologique, autre que l'hydrogène. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Il y a aussi un accent mis sur la coopération internationale afin de renforcer les potentiels européens d'exportation des technos développés en Europe relatives à ces technos. Le quatrième topic concerne donc la physique et l'aérodynamique des flux atmosphériques pour la production d'électricité éolienne. Donc ici, il s'agit de notre Research Innovation Action, dont les activités sont censées attendre un TRL final de 5 et le budget par projet est d'environ 6 millions d'euros. Ici, donc, la Commission souhaite financer le développement et la validation des modules numériques basés sur le Big Data afin de prévoir les flux des vents à basse, moyenne et haute altitude dans des scénarios onshore et offshore. Ces modèles doivent traiter en même temps de la manière dont les facteurs externes, tels que les conditions des vents et les différents climats, affectent la production d'électricité et les charges sur le système éolien cible et voisin. Il y a aussi, la Commission envisage également le développement d'un pôle de connaissances en libre accès relatif aux données expérimentales et l'intégration de ces deux composants, donc les pôles de connaissances et les modèles numériques, dans un outil unique facilement assimilable par les secteurs. Donc, cette approche intégrée doit être applicable à au moins 2 parmi les différentes technologies de conversion d'énergie éolienne, c'est-à-dire onshore, offshore, fond fixe ou flottant, ainsi que le système éolien à haute altitude. Et il y a aussi, le projet doit aussi permettre la validation et promotion des modalités dont ces outils peuvent être utilisés pour la conception et le déploiement des parcs éoliens à travers des études de cas.
il y a aussi un focus final sur aussi la conception des composants, c'est-à-dire en particulier sur la question de l'efficacité énergétique et la durabilité des matériaux. Cinquième topic, toujours dans le secteur, on reste toujours dans le secteur de l'énergie éolienne. Donc, énergie éolienne dans l'environnement naturel et social. Il s'agit à nouveau d'une action de recherche et innovation dont les activités sont censées atteindre un TRL final de 5 et le budget par projet est d'environ 3 millions d'euros. Donc, l'objectif ici est d'assurer une coexistence harmonieuse entre environnement, population et économie locale et les installations éoliennes afin d'éviter l'effet not in my backyard et l'opposition à des projets stratégiques pour atteindre les objectifs européens de neutralité climatique. Un point focal particulier devrait être la meilleure façon de s'engager avec les différentes communautés pour identifier des actions vers cet objectif de coexistence. Donc ici, il y a un focus très important, une contribution très importante qui pourrait être amenée par les disciplines SSH et les innovations sociales plus particulièrement. Sixième topic, donc on passe au CSP, au solaire à concentration, qui est considéré par la Commission européenne comme un élément très important dans le système énergétique parce que les centrales solaires à concentration peuvent fournir une énergie renouvelable et acheminable. Et donc, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ces centrales peuvent être un élément très important, stratégique du système énergétique du futur. Il s'agit d'une autre Research Innovation Action dont les activités sont censées atteindre un TRL final de 5 et le budget par projet est d'environ 3 millions d'euros. Donc, ici, les activités financées devront se focaliser sur le développement technologique de nouvelles solutions qui, en termes de power dispatchability ou un autre mot de capacité d'acheminement de l'énergie électrique produite, devraient assurer des performances au moins équivalentes aux installations actuellement commercialisées. Des solutions de cogénération d'électricité et de chaleur ainsi que des solutions combinant la techno solaire thermique à concentration avec la techno PV rentrent dans le périmètre du call. Enfin, il y a une action posée sur la durabilité des solutions proposées en termes environnementaux et socio-économiques. On passe au PV perovskite. Donc, il s'agit dans ce cas-là d'une autre Research Innovation Action. Donc, les TRL final dans les activités sont censées atteindre un TRL final de 5 et le budget par projet est d'environ 5 millions d'euros. L'objectif de ce call est d'augmenter, renforcer la stabilité et l'efficacité de cette technologie émergente sur le long terme afin d'en faciliter la commercialisation. Les focus de la recherche ici est l'optimisation des matériaux constitutifs, mais aussi l'architecture de la cellule, les interfaces, les interconnexions entre les cellules, les conditions environnementales pendant les étapes de fabrication des cellules et des modules, etc. Donc, il y a vraiment un focus très important sur aussi sur les matériaux, sur les nouveaux matériaux, parce que il y a un problème, les cellules PVA perovskite actuelles posent un problème en question au niveau de la toxicité à cause du plomb. Donc, l'idée, c'est de développer des perovskites aux halogénures de plomb améliorés ou analogues des perovskites sans plomb. Comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a vraiment l'accent fort sur l'impact environnemental de ces technos. Donc,
les projets sont censés effectuer une analyse du cycle de vie qui comprend aussi le démantèlement et l'élimination de ces technos pour apporter la preuve du faible impact environnemental et aussi d'une meilleure efficacité des ressources que les technologies photovoltaïques commercialisées actuellement. Un autre élément important, c'est aussi le développement des méthodes et des mesures adéquates d'évaluation de la stabilité. En fait, maintenant, disons, actuellement, les améliorations de cette techno sont entravées par une manque de compréhension des modes de défaillance des cellules et des modules. Donc, voilà, voici la raison pour laquelle la Commission pose l'accent sur les modèles, les méthodes d'évaluation de la stabilité de ces cellules et propose aussi, le projet doit proposer aussi une caractérisation de la vie réelle de ces dispositifs et des modules. Donc, c'est-à-dire dans des conditions réelles de fonctionnement en extérieur. Et on passe maintenant au 8e topic qui concerne la microgénération et les systèmes de chauffage hybride rentables. Donc, une autre recherche Innovation Action dont le TRL final est de 5 et le budget par projet est à la hauteur de, disons, entre 3 et 5 millions d'euros. Ici, donc, quand on parle des systèmes de micro-cogénération, on parle par exemple du système de cogénération supercritique à haute efficacité avec l'intégration d'autres renouvelables dans des systèmes de chauffage hybride pour maximiser la part globale de renouvelables au niveau des ménages individuels et ou des logements multifamiliaux. Voilà. Donc, les actions ici financées par la Commission européenne doivent se focaliser sur le développement de nouvelles technos pour ces systèmes de microgénération à biomasse et une amélioration de l'intégration des technos ENR compatibles dans les générateurs de chaleur et d'électricité à destination, comme je vous disais, des ménages individuels et ou des logements multifamiliaux doit être envisagé. Donc, l'objectif, c'est de rendre ces solutions attrayantes en s'attaquant au goulet d'étranglement technologique, mais aussi à l'efficacité, à la rentabilité et à la durabilité socio-économique et environnementale de ces solutions. Donc, ça, c'était le dernier topic de ma présentation. Je vais passer maintenant la main à ma collègue Marilyn Russell pour la deuxième partie. Oui, merci Enrico. Donc, je vais vous présenter ce 9e topic dédié à la production durable de biocarburants sans émission de carbone. Donc, c'est une recherche Innovation Action avec une volonté d'atteindre un TRL final entre 4 et 5 et le budget moyen par projet attendu est environ de 5 millions d'euros. L'objectif de ce call est d'accroître la compétitivité et l'acceptation de la technologie des biocarburants et à faire progresser le leadership européen dans le domaine des biocarburants durables. Les résultats du projet doivent contribuer à tous les éléments suivants: augmenter l'efficacité et la durabilité de la bioénergie, augmenter l'utilisation durable des ressources de la biomasse, produire des émissions négatives à partir de la production de biocarburants. Au niveau de l'ambition du projet, les propositions doivent développer des solutions rentables pour minimiser les déchets de carbone dans les processus de production de biocarburants durables, sans inhibant les émissions de gaz effluents biogènes ou en incorporant le captage des émissions de gaz effluents biogènes par voie chimique, biologique par exemple, et en les utilisant selon le cas, soit pour la synthèse de carburants renouvelables d'origine biologique, soit en les intégrant dans la production de biocarburants durables par le biais du recyclage. Les propositions doivent également inclure une approche innovante du stockage du carbone biogénique, par exemple en intégrant la production du charbon bio et en l'utilisant comme amendement du sol. De même, il convient de développer des synergies entre la production d'hydrogène renouvelable en l'incorporant le cas échéant dans la production durable de biocarburants afin de compenser les besoins supplémentaires en hydrogène
d'accroître l'efficacité globale de la conversion de la biomasse, de minimiser les déchets de carbone biogéniques, de réduire l'empreinte carbone fossile de la production de biocarburants. Les émissions globales de gaz à effet de serre doivent être évaluées sur la base de l'analyse de cycle de vie afin de prouver que les émissions de gaz à effet de serre sont négatives et que le potentiel de durabilité de la production de biocarburants est plus élevé lorsque les gaz effluents biogènes sont réutilisés in situ, tout en tenant compte des aspects socio-économiques. Pour le prochain topic, il est dédié aux fondations, aux structures flottantes et aux systèmes de connexion innovants pour les dispositifs flottants d'énergie océanique et de centrales photovoltaïques offshore. Donc c'est également une RIA avec un TRL final autour de 4 et 5. Le budget moyen par projet est proche de 3,5 millions d'euros. Les résultats des projets doivent contribuer à tous les résultats suivants. Alors, concernant les sous-structures flottantes, les systèmes de connexion d'énergie, les joints mécaniques pour les installations photovoltaïques offshore et l'énergie océanique, il est attendu d'améliorer leur durée de vie, leur fiabilité, leur exploitabilité et leur maintenabilité, afin de réduire les taux de dégradation et de défaillance et limiter ainsi le risque d'investissement. Il est attendu également une meilleure compréhension de la performance réelle du dispositif, permettant une optimisation des installations, une réduction du LCOI, qui est le coût actualisé de l'énergie, conformément aux objectifs de ce plan, et ce calcul avec une méthode de calcul bien reconnue. Il faut également contribuer aux objectifs de la mission Océan. L'ambition des propositions, c'est de tester, valider les avantages des nouveaux matériaux circulaires dans les structures flottantes, les fondations, les systèmes d'amarrage et d'ancrage. Il est nécessaire de garantir l'intégrité structurelle et la durabilité compte tenu des conditions environnementales, notamment liées à la vitesse du vent, qui est aux alentours supérieure à 25 mètres secondes, liée au courant, supérieur à 1,2 mètres secondes, à la hauteur des vagues, et également liées à la corrosion et à l'encrassement biologique. Il faudra tester et valider de nouveaux prototypes de composants et de matériaux utilisés et vérifier qu'ils sont compatibles avec l'environnement marin, rechercher les propriétés et le comportement des matériaux en associant des outils de modélisation de l'informatique prédictive. Ces outils informatiques devront être développés, testés, améliorés dans le cadre du projet. L'utilisation des installations d'essais existantes et d'infrastructures de recherche connexes au fin du projet doit être envisagée. Il est attendu une forte contribution des experts des sciences humaines et sociales afin de renforcer l'impact sociétal du projet. Les projets sélectionnés seront censés contribuer aux activités du projet Bridge. Pour le prochain topic, le numéro 11, donc il est dédié au développement d'équipements hydroélectriques pour l'hydroélectricité dite masquée. Donc c'est une RIA également avec un TRL final attendu de 5 et un budget moyen par projet aux alentours de 3 à 5 millions d'euros. Les résultats du projet doivent intégrer certains des éléments suivants. Faire progresser les connaissances scientifiques, le leadership et le rôle mondial de l'Europe dans le domaine de l'hydroélectricité durable tout en contribuant à l'élaboration des politiques. Créer une capacité hydroélectrique durable supplémentaire au parc existant, maintenir et faire progresser la compétitivité technologique européenne dans le secteur, soutenant ainsi les objectifs de l'Union européenne en matière de protection du climat, d'indépendance énergétique et de croissance économique. Il faudra également améliorer la durabilité des capacités hydroélectriques développées en abordant les aspects sociaux et économiques, environnementaux et en promouvant les énergies renouvelables des prosommateurs, des consommateurs qui produisent des énergies dans les villes et les communautés. L'ambition du projet, c'est de développer des équipements hydroélectriques pour l'énergie hydroélectrique masquée et donc non exploitée, en mettant au point des nouvelles technologies permettant d'accroître la production d'énergie hydroélectrique techniquement et économiquement réalisable et durable pour des systèmes hydrauliques non hydroélectriques ayant une faible hauteur de chute d'eau et ou un réservoir ou un plan d'eau de petite taille avec une qualité d'eau qui peut être parfois altérée, comme l'exemple de l'eau salée. Il faudra également améliorer la durabilité des capacités hydroélectriques ajoutées en tenant compte des aspects sociaux, économiques et environnementaux qui intègrent
des solutions des prosumers. Pour le prochain topic, donc le numéro 12, donc, il est dédié aux innovations sur le déploiement de l'énergie éolienne flottante, optimisée pour des eaux profondes et des bassins maritimes dans des mers situées dans la mer Méditerranée, en mer Noire, en mer Baltique ou dans l'océan Atlantique Nord-Est. C'est une Innovation Action. Le TRL final attendu est de 7, un budget moyen par projet proche de 16 millions d'euros. L'éolien offshore flottant a le potentiel de déclencher un nouveau secteur industriel capable de fournir une énergie propre et durable. En s'appuyant sur le savoir-faire technologique et industriel européen et en exploitant les ressources naturelles des différents bassins maritimes autour de l'Union européenne, il est possible de tirer parti de ces conditions pour obtenir un leadership technologique tout en soutenant l'objectif de neutralité climatique de l'Union européenne. Dans ce contexte, les résultats du projet doivent contribuer à tous les résultats suivants: développement ou amélioration significative de conception qui réduisent à la fois les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation, déploiement et démonstration de prototypes avancés d'éoliennes flottantes en grandeur réelle et d'équipements auxiliaires dans un environnement opérationnel, permettre le développement de solutions évolutives rentables soutenant l'exploitation du potentiel de l'énergie renouvelable en mer dans des conditions difficiles, tout en s'appuyant sur des conceptions innovantes de structures flottantes et d'équipements auxiliaires. Contribuer à la réduction du LCOE conformément aux objectifs du 7 plan. L'ambition des propositions, c'est d'être, dans un premier temps, déployé dans l'un des bassins maritimes possibles en Europe, donc la mer Méditerranée, mer Noire, mer Baltique ou l'océan Atlantique Nord-Est, comme déjà précédemment dit. En outre, la proposition devra démontrer comment les innovations au niveau des matériaux, de la technologie, des designs sur les éoliennes flottantes, les structures, les câbles dynamiques, les systèmes de contrôle et les amarrages affectent positivement la production. Démontrer dans un scénario d'utilisation réelle les améliorations que les solutions identifiées apportent en termes de durée de vie, de réduction du coût, ainsi que d'exploitation et de maintenance d'une installation éolienne offshore. Démontrer comment les innovations proposées augmentent positivement le taux de déploiement de l'éolien offshore en eau profonde, en réduisant les coûts d'investissement, les coûts d'exploitation et de maintenance, et présenter une feuille de route industrielle pour un secteur industriel de l'énergie flottant en mettant l'accent sur la production de masse. Documenter toutes les démonstrations de manière complète et transparente afin de garantir la reproductibilité et le changement d'échelle. Démontrer une conception modulaire adaptée au déploiement à grande échelle dans divers environnements en mettant l'accent sur la production industrielle de masse. Veiller à ce que ces innovations aient une incidence minimale sur l'environnement et examiner comment la planification de l'espace maritime peut être utilisée pour faciliter l'identification et l'utilisation optimale des emplacements appropriés pour les plateformes éoliennes flottantes. La proposition doit prévoir un moment clair de go-no-go avant d'entrer dans la phase de déploiement. Au préalable, le projet devra fournir des plans détaillés d'ingénierie, un plan d'affaires et de mise en œuvre complet indiquant toutes les autorisations nécessaires pour le déploiement du projet. La proposition doit clairement montrer la voie à suivre pour obtenir les permis nécessaires aux actions de démonstration et prévoir les délais appropriés pour les obtenir. Les experts indépendants évalueront tous les livrables et donneront leur avis sur la décision de poursuivre ou non l'action. La proposition doit adopter une approche pluridisciplinaire et multipartite afin de garantir la prise en compte de points de vue et d'intérêts différents dans le processus de développement et de déploiement. Cela implique une contribution effective des disciplines des sciences humaines et sociales afin de renforcer l'impact sociétal. Les projets sélectionnés devraient contribuer et participer au projet Bridge, le cas échéant. Prochain topic, le numéro 13. Donc, c'est une Innovation Action avec un TRL final de 7 et un budget moyen par projet de 15 millions d'euros. La production d'électricité photovoltaïque est essentielle à la transition vers un système énergétique propre. À cette fin, il est important d'améliorer l'accessibilité financière, la sécurité de l'approvisionnement et la durabilité des technologies photovoltaïques, tout en continuant à améliorer l'efficacité. Pour assurer la sécurité de l'approvisionnement, il est essentiel de conserver l'ensemble de la chaîne de valeur en Europe. La réduction des risques technologiques est une étape nécessaire dans cette direction. Par conséquent, les résultats du projet
doivent contribuer à tous les éléments suivants. Promouvoir un portefeuille considérable de versions nouvelles et avancées des technologies existantes, du laboratoire à la production d'usine, permettant une augmentation robuste et continue des performances, ouvrant de nouvelles applications et facilitant une nouvelle réduction des coûts. Renforcer la chaîne de valeur européenne du photovoltaïque, aider les entreprises locales à développer et à vendre des produits photovoltaïques différenciés et à haute valeur ajoutée. Créer ainsi des emplois locaux, démontrer la faisabilité et la compétitivité en termes de coûts des nouvelles technologies photovoltaïques, contribuer à l'établissement d'une solide base d'innovation européenne, permettre et faciliter le déploiement à grande échelle du photovoltaïque et la production d'électricité renouvelable, minimiser l'impact du photovoltaïque sur le paysage et l'environnement en augmentant son rendement énergétique au mètre carré. Au niveau de l'ambition du projet, il est nécessaire de déployer à grande échelle le photovoltaïque pour permettre à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs climatiques et énergétiques. Le marché européen augmentera de 10 à 15% par an. Dans cette course, l'Europe a une occasion unique de développer et de déployer des modules photovoltaïques de nouvelle génération. Un nombre considérable de technologies nouvelles et avancées est en cours d'élaboration, mais l'application concrète de ces lignes de fabrication prennent du retard. L'objectif est donc de faire progresser ces technologies qui offrent le potentiel d'un rendement énergétique plus élevé, avec la même durée de vie et le même taux de dégradation et un coût comparable aux technologies cristalliques standards, ouvrant des possibilités pour les usines 4.0 à grande échelle de réduire les coûts et permettant une grande relocalisation de la production vers l'Europe. La proposition doit aborder tous les points suivants. Développer et démontrer au niveau de lignes pilotes des versions innovantes ou alternatives et les avancées des technologies photovoltaïques existantes. Les lignes pilotes doivent montrer la faisabilité et la compétitivité coût de la production industrielle des cellules et des modules. Développer les équipements de fabrication correspondants. Mettre en œuvre les concepts de l'industrie 4.0. Tester et valider les caractéristiques de performance des produits fabriqués sur le plan de l'efficacité, de la durabilité et de la fiabilité. Démontrer une analyse de rentabilisation pour des centrales de fabrication, une capacité de production individuelle de l'ordre du gigawatt et une stratégie d'introduction sur le marché. Il faudra traiter également l'impact environnemental et le limiter, avoir une meilleure efficacité des ressources que les technologies renouvelables commerciales actuelles et développer le potentiel de circularité de ces innovations, y compris le recyclage et la durabilité dès la conception. Documenter toutes les démonstrations de manière complète et transparente pour garantir la reproductibilité et le changement d'échelle. La proposition doit impliquer des consortiums multidisciplinaires comprenant des partenaires industriels. Pour le prochain topic, il s'agit de créer des démonstrations de technologies de cogénération à grande échelle. Il s'agit d'une Innovation Action avec un TRL final attendu de 7 et un seul projet autour de 10 millions d'euros. Le projet doit prendre en compte certains des éléments résultats suivants, faire progresser les connaissances scientifiques européennes et accroître la compétitivité technologique dans le domaine de la bioénergie, en particulier augmenter la pénétration des énergies renouvelables, le développement régional, la réduction des coûts et l'élargissement des matières premières, soutenant ainsi les objectifs de l'Union européenne en matière de protection du climat, d'indépendance énergétique et de croissance économique. Il faut réduire les risques technologiques liés à la transition de la cogénération fossile à grande échelle à la bioénergie. C'est une étape nécessaire avant l'étape de commercialisation. Permettre une forte pénétration dans le système énergétique, assurer la stabilité et la sécurité de l'approvisionnement en énergie et gagner en efficacité et en coût dans la transformation du système énergétique sur la base décarbonée, notamment en réduisant les dépenses. Améliorer la durabilité des chaînes de valeur des énergies et des carburants renouvelables en tenant compte des aspects sociaux, économiques et environnementaux de la chaîne de valeur et de son cycle de vie. Au niveau de l'ambition du projet, il s'agit de mettre des démonstrations de technologies rentables et efficaces pour la transformation de systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles en vue de l'utilisation complète de résidus de déchets biogènes durables ou de vecteurs bioénergétiques intermédiaires dérivés pour un fonctionnement continu, rentable et à faible émission. Les propositions doivent aborder des scénarios à long terme pour un fonctionnement flexible et modulaire au sein du réseau des systèmes énergétiques.
Il est nécessaire de documenter tous les démonstrateurs de manière complète et transparente afin d'assurer la reproductibilité et le changement d'échelle. Pour l'avant-dernier call, il est dédié au développement de solutions pour une énergie géothermique plus durable. C'est une RIA avec un TRL final de 5. Le budget moyen par projet est de 5 millions d'euros. Les résultats du projet doivent contribuer à tous les résultats attendus suivants. L'amélioration des performances et de la fiabilité des systèmes géothermiques peu profonds ou profonds. La réduction de l'impact environnemental des centrales géothermiques, la réduction du risque de sismicité, l'augmentation de l'engagement des citoyens en faveur de l'énergie géothermique, la réduction du coût d'investissement en fonction des objectifs du 7 plan, la production efficace, écologique et économiquement viable d'électricité et ou de chauffage et de refroidissement à partir de ressources géothermiques dans un large éventail de contextes géologiques, permettant ainsi le développement de l'énergie géothermique dans de nouvelles régions et soutenant des concepts d'application pour l'approvisionnement énergétique local. Au niveau de l'ambition, le projet devra permettre de développer et de valider des solutions innovantes et durables de type Circular by Design, susceptibles de réduire l'impact environnemental et d'augmenter la circularité globale de l'énergie géothermique. Les éléments suivants peuvent être pris en compte. Le captage de gaz à effet de serre, les schémas de stockage ou de réinjection pour le développement et l'exploitation des réservoirs géothermiques, en particulier ceux à fort teneur en gaz non condensable, et l'utilisation de fils alternatifs à la somme. Techniques de développement et d'exploitation de réservoirs dans un plus large éventail de contextes géologiques, y compris dans des conditions géologiques complexes ou non testées. L'introduction et la démonstration potentielle des technologies innovantes dans le cadre de centrales géothermiques existantes en Europe et à l'étranger. Intégrer de nouvelles méthodes et technologies pour prouver et développer la productivité des zones quasi-magmatiques, super chaudes ou supercritiques qui sont actuellement inexploitables ou non commerciales. Il est nécessaire également d'impliquer les sciences humaines et sociales afin de produire des effets significatifs et importants et renforcer l'impact sociétal du projet. Pour le dernier call, donc, il s'agit de développer une production innovante de biométhane en tant que vecteur énergétique et carburant. Donc, il s'agit d'une Innovation Action avec un TRL final entre 6 et 7, un budget moyen par projet de 20 millions d'euros. Le biométhane est un substitut renouvelable du gaz naturel qui peut offrir une capacité de stockage de l'énergie et constitue un vecteur d'énergie renouvelable flexible pouvant être injecté dans le réseau du gaz existant s'il répond aux normes de qualité et à un prix abordable. Les résultats du projet devront contribuer à tous les résultats escomptés suivants: augmenter la rentabilité de la conversion dans la production de biométhane, diversifier la base technologique de conversion pour la production du biogaz, contribuer à l'adoption de technologies liées au biométhane sur le marché du gaz, contribuer aux priorités de l'action 8 du 7 plan. L'ambition des propositions elles devront démontrer une production rentable et innovante du biométhane par des voies thermochimiques ou biochimiques, voire chimiques ou électrochimiques, y compris la gasification durable de la biomasse et des déchets biogènes, ainsi que celle des effluents du dioxyde de carbone issus de la digestion anaérobie ou des processus de fermentation combinés à de l'hydrogène ou de l'eau renouvelable. La production doit être optimisée en comparaison avec les technologies conventionnelles de valorisation du biogaz en biométhane afin d'améliorer l'efficacité de la production, de réduire les coûts, de minimiser les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître la durabilité dans une approche de circularité pour les énergies et les matériaux. Tous les démonstrateurs doivent faire l'objet d'une documentation complète et transparente afin de garantir leur reproductibilité et le changement d'échelle. La démonstration de technologies avancées pour une production efficace à l'échelle du biométhane contribuera à faciliter sur le marché des technologies du biométhane et le remplacement du gaz naturel dans le réseau gazier. C'est la base de la pénétration du biogaz dans les systèmes énergétiques et de transport, en particulier dans les secteurs consommateurs de gaz.
La proposition soutiendra ainsi le Green Deal européen et les objectifs en matière de climat et d'énergie de l'Union européenne pour l'indépendance énergétique et la croissance durable compétitive. Voilà, c'était le dernier topic. Le cluster 5 n'est pas la seule destination pour pouvoir répondre et développer des solutions en lien avec les thématiques de l'énergie renouvelable. Le cluster 4 peut également y répondre, notamment sur le développement en lien avec l'IA, les technologies émergentes des matériaux avancés, qui permettent aussi de travailler sur la neutralité climatique. Le cluster 6, dans la destination 3, permet également de développer des projets en lien avec la biomasse. Vous trouverez des informations utiles sur le site français Horizon Europe du MESRI, qui présente les appels à projets en cours, des événements comme ceci et des fiches pratiques comme celle du PCN juridique et financier. Vous pouvez également trouver des informations pertinentes sur le site de la Commission européenne et qui présente des appels à projets également et des projets déjà lauréats sur la base de données Cordis, qui peut être également une source d'information pertinente. Vous pouvez également revoir les webinaires qui ont été créés par la Commission européenne qui permettent de vous accompagner pour bien répondre et comment répondre à écrire une proposition pertinente pour les calls présentés. Donc, pour les prochains événements à venir, nous avons 2 webinaires encore présentés au niveau du PCN, le 18 juin et le 22 juin. Vous trouvez plus d'informations sur les slides qui vous seront transmis. Il y a également les infodés de la commission qui seront les 5 et 6 juillet pour le cluster 5 et un événement de réseautage qui sera à la suite de ces infodés qui sera le 7 juillet. Voilà, je vous remercie. Je repasse la parole à Enrico. Merci Marilyn. Et donc, avant de passer aux remerciements, j'ai tenu à vous rappeler que l'équipe PCN Climat Énergie reste à votre disposition pour toute question sur les 4 premières destinations du cluster 5. Nous continuerons donc à vous informer, à vous aider à bénéficier des opportunités que ce nouveau programme cadre propose. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail que vous trouverez ici dans ces derniers slides. Je vous informe aussi qu'à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir par mail un questionnaire qui nous permettra de mesurer votre satisfaction, vos besoins. En somme, ça nous aidera à améliorer nos services. Et voilà, donc je passe au remerciement. Merci à vous tous les participants pour l'entrée portée sur les appels de destination 3. Un grand merci aux collègues pour l'organisation de ce webinaire. Et je souhaite à toutes et à tous une bonne continuation de journée. Au revoir.